Bonjour à tous. À 76 ans, Clint Eastwood se lance dans la grande histoire de son pays et décide de raconter un des épisodes les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Pour nous en parler, mon ami Lionel Lacour, agrégé d'histoire et de géographie, documentariste et directeur de la société Cinésium. Lionel, je crois que c'est un film que tu apprécies tout particulièrement, surtout sur le regard que Clint Eastwood porte sur son pays. J'aime beaucoup ce film parce que c'est pas seulement un film sur une bataille gagnée par les Américains, mais c'est aussi un film qui raconte ce qu'est l'effort de guerre, ce qu'est le patriotisme, une réflexion sur les Américains. Il n'y a pas de manichéisme, c'est tout Clint Eastwood qui est dans ce film. Voici l'essentiel sur Mémoire de nos pères. Mémoire de nos pères de Clint Eastwood, 2004. En 1994, John Bradley, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est transporté à l'hôpital. Son fils, James Bradley, arrive à son chevet. Ce dernier interroge le capitaine à la retraite, Dave Severance, qui lui raconte l'histoire d'une photo. En 1944, cette photo montre des Marines planter le drapeau américain au sommet du mont Suribachi sur l'île d'Iwo Jima, dans la mer des Philippines. Elle fait l'événement après sa publication dans le New York Times et remonte jusqu'au président Roosevelt. On assiste dans le même temps à une reconstitution de cette photo dans le Soldier Field de Chicago. Commence alors le récit de l'histoire de cette bataille, de la photographie qui va la rendre célèbre et de la campagne de collecte de bons de la défense qui va suivre. Clint Eastwood ne souhaite pas engager de grandes vedettes, mais de très bons acteurs et aussi jeunes que possible. Le matelot infirmier John Bradley est incarné par Ryan Phillippe. Il était un des étudiants de Souviens-toi l'été dernier. Le marine première classe René Gagnon est incarné par Jesse Bradford. Il commence enfant en incarnant le fils d'Harrison Ford dans Présumé innocent et celui de Robert De Niro dans Falling in Love. Le marine première classe Ira Hayes est incarné par l'acteur amérindien Adam Beach. Il sera le super-vilain Slipknot dans Suicide Squad. On croise aussi quelques rôles secondaires dont vous connaissez le visage. Barry Pepper et Michael Strank, un des 6 Marines présents sur la photo. Il était un des soldats principaux d'Il faut sauver le soldat Ryan. John Slattery est l'agent du département du Trésor chargé d'organiser la tournée. On le retrouve dans de nombreux films du MCU, dans le rôle d'Howard Stark, le père de Tony Stark. Jamie Bell est Ralph Ignatowski, dit Iggy, qui fut torturé et tué par les Japonais. Il a été Billy Elliot et le Tintin de Steven Spielberg. Le soldat Hank est incarné par Paul Walker, à jamais lié à la franchise Fast and Furious avec son personnage de Brian O'Connor. Il a dit à ses agents « Soit j'ai un rôle dans le film, soit vous êtes tous virés ». Le colonel Chandler Johnson est incarné par Robert Patrick. Il a été le T-1000 de Terminator 2 et le remplaçant de David Duchovny dans X-Files à partir de la saison 8. Le capitaine Dave Severance est joué par Neil McDonough, qui sera le terrible Damien Dark dans la série DC Comics Arrow. Enfin, regardez bien là, c'est Scott Eastwood, le fils de Jason Reeves et Clint Eastwood. Il est crédité du nom de sa mère dans le générique. Le sergent-major James Dover, qui avait déjà travaillé avec Clint Eastwood sur Le Maître de guerre, entraîne les acteurs aux gestes et aux déplacements des soldats, mais sans en faire des professionnels de la guerre. L'auteur veut conserver le visage de surprise du jeune militaire qui débarque sur l'île. Sans mettre leur vie en danger, ils ne sont pas non plus toujours prévenus des explosions pour que la caméra filme leur saisissement. 500 hommes sont utilisés pour la séquence du débarquement. Pour la production, Clint Eastwood collabore pour la première fois avec Steven Spielberg, après Sur la route de Madison. William Broyles Jr., à l'origine du scénario d'Apollo 13 et Seul au monde, s'occupe de la première adaptation du livre. Il a lui-même été marine et il mesure sa chance d'avoir pu travailler sur ce film. Paul Haggis intervient ensuite pour une seconde mouture. Il a déjà fait un travail formidable avec $1 Million Baby, le précédent film de l'auteur. C'est lui qui organise l'assemblage des différentes époques. Quant à lui, il n'en revient pas de travailler avec deux géants comme Eastwood et Spielberg. La musique est composée par Clint Eastwood et son fils Kyle apparaît pour les arrangements spéciaux. Tom Stern élabore un sépia bleu pour les séquences sur l'île qui neutralisent les couleurs chaudes. Joel Cox suit l'auteur sur une narration non linéaire, comme il l'avait déjà fait pour Bird en 1988, où Clint Eastwood racontait l'histoire du jazzman Charlie Parker en mixant les différentes périodes de sa vie. Le tournage des séquences de la prise d'Iwo Jima se déroule en Islande, où Clint Eastwood retrouve une géographie identique et notamment les plages de sable noir. Jack Taylor et ses équipes passent 2 semaines à ôter les dunes de sable. Il faut ensuite venir plus d'1 million de mètres cubes de sable pour tout remettre à niveau. Cependant, un plan post-générique montre le réel emplacement du drapeau au sommet de l'île. Clint Eastwood dédie son film à Phyllis et Bummy. Ce sont 2 collaborateurs de longue date, la directrice de casting Phyllis Huffman et le décorateur Henry Bumstead. Il déclare « J'ai plus de 90 ans et je ne travaille plus pour personne, sauf pour Clint Eastwood. Avec lui, j'ai eu une carrière remarquable dont j'ai aimé chaque moment. »
Iwo Jima est la troisième bataille la plus célèbre de l'histoire de l'Amérique, avec Pearl Harbor et le débarquement de Normandie. Clint Eastwood propose une mise en scène qui raconte les faits, sans les alourdir par un récit qui pourrait tirer le film vers le cours d'histoire. Pas de narrateur par exemple, à part les rares réflexions en voix off du capitaine Dave Severance, qui se confie au fils de John Bradley. Exceptionnellement, les plans généraux du débarquement, et notamment ceux des nombreux bateaux, sont réalisés grâce aux images de synthèse. Pour le débarquement, Clint Eastwood adopte une prise de vue identique à celle que Steven Spielberg avait proposée pour la séquence du débarquement d'Omaha Beach dans Il faut sauver le soldat Ryan. Je pense qu'on essaye de voir au travers des yeux du personnage, nous dit l'auteur. Ainsi, le spectateur se trouve au cœur des expériences personnelles. On y croise donc de nombreux plans identiques, comme ceux de l'intérieur des bunkers avec un ennemi invisible, la violence et la proximité des explosions, les démembrements causés par les bombes qui tombent sur les militaires. Clint Eastwood met en scène un récit non linéaire. Cette option narrative demande une attention soutenue du spectateur, baladé d'une époque à l'autre. L'histoire entremêle donc 4 périodes. Mais là où l'auteur surprend de nouveau tout le monde, c'est en décidant de ne pas faire un film sur l'héroïsme d'une nation, mais d'en montrer plutôt les failles et les contours. Son exploration permanente de l'anti-héros est de nouveau au cœur de sa mise en scène. Une séquence dans la première partie représente à elle seule ses intentions. Pendant l'arrivée de la flotte américaine dans les eaux d'Iwo Jima, un soldat américain tombe à l'eau. Alors que les autres plaisantent, pensant que le prochain bateau va le repêcher, ils comprennent qu'ils ne s'arrêteront pas. Normalement, on n'abandonne personne, dira John Bradley. Et pourtant c'est vrai, aucun bateau ne s'arrêtera. Cette séquence dit tout de ce que sera l'ensemble du film. Je cède la parole à l'historien. Lionel, c'est à toi. L'histoire de cette photographie est racontée dans le livre Mémoires de nos pères de James Bradley. Il est le fils de John Bradley, un des 3 soldats choisis pour la tournée médiatique. Le titre français du livre et du film n'est pas le même que le titre original Flags of Our Fathers, qui signifie les drapeaux de nos pères. Le livre et le film racontent donc l'épopée de la photographie élévation du drapeau sur Iwo Jima. Elle a été prise le 23 février 1945 par le photographe américain Joe Rosenthal. Ce drapeau est surnommé Old Glory par les Américains. Son importance dans l'histoire américaine de la Seconde Guerre mondiale démarre dans le film avec cette phrase du vétéran Dave Severance. Une photo peut faire gagner ou perdre une guerre. Beaucoup de photos ont été prises ce jour-là, mais aucune autre n'a été remarquée. Il fait aussi référence à la photo L'exécution de Saigon par Eddie Adams en 1968. Cette photo, dit-il, montrait que les États-Unis avaient perdu la guerre du Vietnam. On y voit le chef de la police sud-vietnamienne exécuter un prisonnier. Cette photo fit basculer l'opinion publique américaine sur la réalité du Vietnam, jusqu'à celle de la petite fille au napalm de Nick Hutt, prise le 8 juin 1972. Elle allait finir de condamner l'intervention américaine. Dave Severance nous explique donc dès le début du film que le cliché de Joe Rosenthal servira au contraire à faire gagner la guerre. Le cliché sera accompagné de la légende Now All Together, maintenant tous ensemble. Iwo Jima fut la première bataille de la Seconde Guerre mondiale sur le sol japonais. Elle commence à Camp Tarawa en décembre 1944. Les soldats se préparent à la prise de l'île d'Iwo Jima, littéralement l'île du soufre. Sa prise est capitale pour les Alliés car elle est un poste d'observation avancée. Grâce à leur position sur cette île, les Japonais peuvent facilement alerter leur haut commandement en cas de pénétration des bombardiers américains sur leur territoire. 12 000 soldats japonais y sont en défense. À l'extrémité de l'île se trouve le mont Suribachi. S'y trouvent entre autres des canons de défense côtière qui sont le principal danger, des mitrailleuses anti-chars, des emplacements de tir enterrés. La capture de ce point culminant de l'île est atteinte le 23 février 1945, 4 jours après le début de la bataille. On y plante un premier drapeau de petite taille. Voici la photo de la pose de ce premier drapeau. Dans la relative euphorie de la victoire, James Forrestal, le secrétaire d'État à la marine, débarque sur l'île. En voyant la bannière étoilée, il déclare au général qui l'accompagne « Ce drapeau planté sur le mont Suribachi nous garantit que le corps des Marines continuera d'exister pendant au moins les 500 prochaines années. Il exige alors de récupérer l'objet. Mais pour le colonel Chandler Johnson, il était impensable de rendre à l'administration le drapeau planté par son bataillon. Il demande alors d'en placer un second et d'en trouver un plus grand par la même occasion. Voici donc la photo de la pose du second drapeau, celle qui deviendra célèbre. Aujourd'hui, les 6 Marines qui le plantent ont été clairement identifiés. Seul le natif américain, Ira Eyes, figure sur cette photo. Regardez, c'est celui-ci. John Bradley et René Gagnon, les 2 autres Marines choisis pour la campagne médiatique qui va suivre, n'y étaient pas. John Bradley a, en revanche, hissé le premier drapeau. René Gagnon n'a hissé aucun des 2. La photographie fut transformée en mémorial du corps des Marines des États-Unis, inauguré en 1954. Il est situé à proximité du cimetière national d'Arlington, à côté de Washington. En 1949, un premier film est réalisé sur cette bataille. Iwo Jima d'Alan Dwan avec John Wayne. Le Duke y incarne le sergent fictif John Stryker qui doit entraîner ses troupes en vue de cette
terrible épreuve qui les attend. La toute dernière séquence du film est bien entendu la pose du drapeau de la victoire au sommet du mont Suribachi. Ironiquement, on retrouve aussi régulièrement le mémorial du corps des Marines en début de chaque chapitre du film de Rob Reiner, Des hommes d'honneur. Le film pointe du doigt certaines méthodes inhumaines pratiquées chez les Marines. L'action d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg se situe uniquement pendant le débarquement de Normandie. Clint Eastwood, lui, prolonge le récit de son débarquement d'Iwo Jima jusqu'au retour au pays des 3 soldats. Il montre la manière dont le gouvernement va s'emparer de cet épisode de la guerre et comment il va fabriquer sa célébrité. La référence à L'homme qui tua Liberty Valance est alors évidente. À la toute fin du chef-d'œuvre de John Ford, le conducteur du train dit à Ransom Stoddard « Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende ». Mais Clint Eastwood détourne la phrase en montrant un pays qui va construire cette légende à partir de méthodes peu reluisantes. Plutôt que de réaliser un film de guerre héroïque classique, il revient à ce qu'il sait faire de mieux, explorer l'histoire de son pays par des anti-héros. Ici, par une forme d'anti-héroïsme. À 45 minutes du début du film, on leur prépare une tournée pendant laquelle ils devront dire « acheter des bons ». En connaissance de la véritable histoire de ce drapeau, Ira Hayes dit « Je crois que toute cette aventure est une farce ». Mais le gouvernement doit trouver 14 milliards pour gagner la guerre. Il en recevra 36 grâce à cette campagne. Il faut donc que le public ignore la confusion des drapeaux et qui est ou non sur cette photo. Les 3 soldats rencontrent le président Harry Truman qui succède à Roosevelt et qui semble tout ignorer de la supercherie. Seule la campagne l'intéresse avec les 3 soldats qui ne cesseront de répéter en off qu'ils ne sont pas des héros. La tournée basée sur un mensonge peut donc commencer. Et il est bien difficile de faire vivre la légende alors que finalement, on n'est pas en compagnie de héros, symbole d'une nation unifiée, mais seulement avec des êtres humains. Pour stigmatiser cette mascarade, Clint Eastwood propose alors une image saisissante. Pendant leur passage à New York, René Gagnon se voit lui-même en forme de gâteau sur lequel on y verse du coulis de framboise. Un symbole de désenchantement total qui redit une fois encore comment Clint Eastwood sépare les dangers concrets du terrain de la notion abstraite du pouvoir. Cette séparation était déjà à la fin de l'Inspecteur Harry. Le policier réussit à débarrasser les citoyens du mal incarné par Scorpio. Il jette alors son insigne pour signifier sa clairvoyance entre les obligations du pouvoir, qui dénonce les méthodes du policier, et la réalité de sa fonction. Sans jamais sous-entendre que ces militaires n'ont pas été courageux, ils sont montrés avec leurs faiblesses, leurs doutes, leurs regrets, leur difficulté à se souvenir d'une réalité si violente. « Je n'étais qu'un estafette », dira John Bradley. « Les vrais héros sont ceux qui sont morts. Je ne supporte pas qu'on m'appelle un héros. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de ne pas me faire tuer. Il y a beaucoup de choses que j'ai vu faire ou que j'ai faites qui ne peuvent pas vous rendre fier. » Clint Eastwood applique à la grande histoire de son pays cet anti-héroïsme qu'il colle sur le dos de tous ses personnages de son premier film, Un frisson dans la nuit, jusqu'à Cry Macho. Tous sont victimes d'un passé douloureux, tous ont des fêlures et des aspects quelque part peu reluisants. La tournée continue avec une série de mini-séquences clés qui mettent en avant l'hypocrisie de la nation pour ces hommes qu'on a extraits de l'enfer à des fins de propagande. Ira Hayes fait la tournée des États-Unis en héros de guerre, mais se voit refuser l'accès à un diner qui ne sert pas les Indiens. « Foutus Indiens », dira le commandant en voyant Ira Hayes en état d'ébriété après l'avoir applaudi dans le stade. Comme Clint Eastwood le fait quand il ne joue pas dans ses films, c'est un personnage qui exprime la radicalité de sa pensée. Alors que le premier drapeau est réquisitionné par le secrétaire d'État, le colonel Johnson déclare « Ce drapeau appartient aux hommes du régiment. Si ce salaud croit qu'ils sont morts pour qu'un politicien l'accroche à son mur, il est complètement fêlé. » Surtout, Clint Eastwood démontre un paradoxe. Alors que les Américains sont vus comme des individualistes, il démontre que la force de l'armée américaine repose sur le sens du collectif, du patriotisme, qui est symbolisé justement par ce drapeau américain de la photo. Ce ne sont pas quelques soldats qui se trouvent derrière le drapeau planté, mais tout le pays. Et comme le dit Clint Eastwood lui-même, ils étaient au top de la célébrité, mais dès que la guerre fut terminée, tout s'est éteint. Ils sont rentrés et n'étaient plus que des gens ordinaires. Clint Eastwood nous balance ce qu'il dira être sa séquence préférée du film. Ira Hayes trouve un job saisonnier. Une voiture s'arrête et une famille qui en sort se fait prendre en photo avec le héros avant que ce même héros ne reprenne son travail. Clint Eastwood essuie les violentes remarques du réalisateur Spike Lee qui lui reproche de ne pas représenter les Afro-Américains. Il répond en expliquant que le roman ne signale aucun Afro-Américain présent au moment de la pose des 2 drapeaux. Et ceux-ci, comme on le voit, sont bel et bien représentés comme faisant partie de la prise d'Iwo Jima. Les 2 auteurs ne font pas dans la dentelle et Clint Eastwood, exaspéré, lance à la presse « Je prépare un film sur Mandela et je lui promets qu'il sera incarné par un noir ». Tout le monde finira par se calmer. Mais il est vrai que pointer du doigt Clint Eastwood comme auteur ne représentant pas les Afro-Américains dans son cinéma était un peu maladroit.
Le film est un succès critique. La presse salue de manière générale la forme du récit non linéaire et l'histoire américaine officiellement détournée par l'auteur. Mais le film déçoit au box-office mondial. Il en faut plus pour décourager l'auteur qui entame le tournage d'un second film de guerre. Le public ne sait pas qu'il ne voit qu'une partie de l'œuvre. En effet, le film va s'imbriquer en diptyque dans un second volet à venir, qui se positionnera en miroir inversé. En examinant attentivement le film, on s'aperçoit que l'auteur ne donne de cette bataille que le point de vue américain. Clint Eastwood va proposer dans son prochain film de reprendre toute la trame de cette bataille et de ne la montrer cette fois que du point de vue des opposants, entièrement tourné en langue japonaise et interprété par des acteurs japonais. Ce sera Lettre d'Iwo Jima qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. Bon film.